Quelle semaine, un 49-3, une motion de censure, un Premier ministre Michel Barnier qui démissionne et un chef de l'État qui annonce jeudi soir qu'il va en nommer un autre Premier ministre que l'on découvrira certainement demain ou après-demain et qui aura la difficile mission de composer un gouvernement d'intérêt général. Pour essayer d'y voir plus clair, Dimanche en politique revient donc sur cette folle semaine et tente surtout de prendre un peu de recul sur ce que notre pays est en train de vivre, ni plus ni moins qu'une crise politique qui pourrait bien en entraîner d'autres. Sera-t-on capable de trouver une solution raisonnable qui permette au pays de se doter d'un budget pour 2025 ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce Dimanche en politique en Normandie et bienvenue aussi à nos 4 invités, 4 députés qui aussi ont passé une semaine bien agitée, j'en suis sûre. Bonjour à vous Joël Bruno. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes député Lyotte du Calvados. En face de vous, Alma Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes député pour le nouveau Front populaire de Seine-Maritime, LFI. À côté de vous, Florence Herouin-Léautey, bonjour. Bonjour. Vous êtes député PS de Seine-Maritime et Robert Le Bourgeois, en face de vous également, bonjour. Vous êtes député RN de Seine-Maritime. Merci d'être là tous les 4 ce matin. Le président de la République a reçu les représentants des formations politiques dites de l'arc républicain, a-t-il dit ces derniers jours. Ce scénario choisi par le président, donc, former un gouvernement d'intérêt général qui s'entend sur un socle de mesures et basé sur un pacte de non-agression, dirons-nous. Est-ce que c'est clairement envisageable? Rentrons tout de suite dans le débat. J'ai envie de vous poser la question à vous, Joël Bruno. Chez Lyotte, on prône justement la discussion, on prône le dialogue. Est-ce que ça fait partie des solutions qui sont applicables pour de vrai, selon vous ? Écoutez, moi je me suis présenté d'hiver droite et j'ai intégré le groupe Lyotte justement parce que ça permet en quelque sorte d'échanger avec des gens venus d'univers ou d'horizons différents mais animés du même sens, me semble-t-il, de l'intérêt général. Dans le contexte dans lequel nous sommes, effectivement, je crois qu'il est impératif d'être un peu raisonnable. C'est-à-dire que s'attaquer non pas, être toujours dans la démonstration ou dans les postures ou les grandes agitations, mais essayer de s'attaquer posément à un certain nombre de problèmes que vivent les Français et essayer de le faire de manière un peu, j'allais dire dépassionnée. C'est pas le bon terme parce que justement, il faudrait se passionner pour les problèmes des Français plutôt que... Revenir aux idées, vous voulez dire ? Revenir au fond des choses et essayer d'être dans une volonté de faire avancer les choses dans le bon sens plutôt que camper dans des positions un peu stériles, bien sûr. Donc, vous y croyez à cette hypothèse ? J'espère que malgré ce que je vois depuis que je suis à l'Assemblée nationale, qui est quand même très différent de ce que j'ai pu vivre après 10 années de maire, mais en tous les cas, j'espère qu'à un moment, il y aura une sorte de ressaisissement collectif. La France en a besoin et la démocratie française aussi, croyez-moi. Le PS et les Verts ont opté pour une nouvelle méthode, ce pacte, on va dire, de non-censure avec des macronistes, à condition qu'un Premier ministre de gauche soit nommé. Je me tourne vers vous, Florence Herouin-Léautey. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir trouver des accords sur des idées, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord depuis le début ? Ça va être un sacré défi, ça. Alors, c'est un défi, parce que de toute façon, la situation est telle qu'il faut se relever les manches et relever le défi. Ce à quoi on appelle, nous, c'est ce qu'on appelle un accord de non-censure qui permette que chacun et chacune fasse le sursaut moral qui est utile pour que l'arc républicain reprenne la main, que le Parlement puisse jouer son rôle. Et dans le Parlement, il y a parlementer. Et oui, nous sommes appelés à nous parler pour aller chercher des solutions. Moi, j'ai été élue pour être utile aux habitants de ma circonscription, aux Françaises et aux Français. Et il faut aujourd'hui qu'on replace les sujets tels qu'ils sont et qu'à la fois on rassure les Françaises et les Français qui, là, sont inquiets par la situation et c'est légitime, mais qu'on leur donne des gages de notre bonne volonté à vouloir à la fois ne pas les trahir. Moi, je resterai loyale à mes électeurs. Je sais pourquoi j'ai été élue. J'ai été élue sur des marqueurs de gauche pour les retraités, pour le pouvoir d'achat, pour les services publics. Ça, mais en même temps,
Les parlementaires de droite, en fait, vont dire la même chose. Ils ont été élus aussi sur des marqueurs de droite. Donc, j'ai envie de vous demander sur quel sujet vous allez vous entendre. Pas ceux sur lesquels vous n'allez pas vous entendre. Le premier tour, c'était le Front populaire. Le deuxième tour, c'était le Front républicain. Donc, à chacun de prendre ses responsabilités. Il y a de part et d'autre des députés qui ont été élus parce que certains se sont désistés, y compris des insoumis qui se sont désistés, qui ont permis les élections de Mme Borne, de M. Darmanin, pour ne pas les citer. Donc, à chacun de prendre ses responsabilités dans l'arc républicain, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui se retrouvent dans les valeurs de la République et qui, aujourd'hui, sont en capacité de dialoguer, d'avancer des propositions et de trouver un sens, quelque chose de commun à gauche, qui nous permettra d'avoir un budget. Vous êtes les seuls à avoir été reçus, en fait. Les Verts n'ont pas été reçus. Les LFI... Très vite appelé à ce même changement de méthode. Ils n'ont pas été reçus à l'Élysée. Les communistes aussi, et moi j'ai lu avant d'entrer sur le plateau, la certitude que le président les recevra. Donc il va inviter, c'est ce que a dit le président, l'ensemble des forces politiques de gauche. Pour les Insoumis, c'est hors de question, par contre. Vous n'avez pas été reçu, Alma Dufour. En même temps, c'est aussi parce que vous demandez sa démission à Emmanuel Macron, lui qui a dit qu'il ne démissionnerait pas de toute façon. D'ailleurs, je vous fais remarquer que 60% des Français, un peu plus par sondage, sont pour cette option. Donc, on peut dire que la France insoumise la porte, mais on ne peut pas dire qu'on soit marginal si vous demandez leur avis, leur opinion aux Françaises et aux Français. Moi, je pose ça comme un fait. Après, on peut continuer à débattre là-dessus. Moi, ce que j'observe, c'est que le président Macron, effectivement, tout de suite, indépendamment de nous, notre volonté de participer à un gouvernement où des macronistes seraient bien représentés, on est clair qu'on ne veut pas se mélanger. Même si l'heure est grave. Vous voulez pas mais en fait, nous, on siégera au Parlement, on votera ce qui nous paraît juste de voter, on votera contre ce qu'on rejette, en fait, comme on l'a toujours fait dans l'opposition. C'est juste que, pour nous, Emmanuel Macron est totalement et entièrement responsable du chaos économique et social dans lequel se retrouve la France, du chaos démocratique aussi. Cette situation qu'on veut présenter, qu'on aggrave, qu'on veut présenter comme catastrophique, est quand même la résultante du fait qu'il n'ait pas appelé le nouveau Front populaire arrivé en tête du deuxième tour des législatives. Donc évidemment qu'un gouvernement composé de la 4e et de la 3e force n'allait pas tenir très longtemps. Enfin, c'était assez évident. La méthode, il est passé au-dessus du suffrage universel. Maintenant, on revient, on nous dit que ce serait de notre faute. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on participera évidemment pas avec un gouvernement avec des macronistes, mais j'observe quand même que le président s'arrête pas là, puisqu'il dit, en gros, au PS, si vous voulez gouverner, vous devez rompre le NFP, puisque vous devez rompre votre alliance avec la France insoumise. J'observe ça sent le piège, ça, que non, d'emblée, je sais pas. D'emblée, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, au lieu de discuter du fond, au lieu de dire... Parce que j'ai entendu beaucoup de la part de nos partenaires des propositions, on va dire, sur le gel de la réforme des retraites plutôt que son abrogation, des choses où on discute déjà de renier notre propre programme. De la part des macronistes, ça fait 10 jours qu'ils nous regardent en rigolant. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Quelles concessions ils ont proposées sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, justement, sur les plans sociaux qui s'amoncellent dans notre pays. Et là, on est à l'heure où il va falloir que tout le monde fasse des concessions. Donc LFI, en fait, ne veut pas en faire. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il y a d'autres... Ce que je vous dis, c'est qu'Emmanuel Macron est la personne la moins douée pour faire des compromis de toute la Ve République et qu'on ne lui fait pas confiance. J'observe juste qu'alors que la gauche, une partie de la gauche, se plie en quatre pour essayer de trouver une solution et proposer des compromis, en face... c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, ils les regardent en rigolant, ils sont très irrespectueux envers Marine Tondelier et les Verts, par exemple, et à aucun moment, ils n'ont dit « Ok, on est prêt à telle augmentation de salaire, telle augmentation des petites retraites. » Je finis juste, et puis après, je vous donnerai la parole. Est-ce qu'il y a d'autres sons de cloche que celui de Jean-Luc Mélenchon au sein de LFI ? Ne lui en déplaise, il n'est pas tout seul au sein de LFI. Est-ce qu'il y a d'autres parlementaires, enfin, en tout cas, des parlementaires, vous, par exemple, qui accepteraient de dire « Ok, cette mesure-là, moi, je la vote, parce que c'est du bon sens, peu importe l'étiquette. » Attendez, mais c'est ce qu'on fait. Mais c'est ce qu'on fait déjà à l'Assemblée nationale. Là, c'est pas ce qu'on nous demande. Nous, on n'a pas l'impression pour vous et pour tout le monde, en fait. Donc c'est pour ça. À part la motion là où vous l'avez votée. Mais là, ce que vous nous demandez, c'est une motion de rejet sur motion de rejet. Ce que vous nous demandez, c'est de faire confiance à quelqu'un qui a trahi tout le monde, c'est-à-dire le président de la République, qui n'a proposé aucun compromis, dont les députés. Non, mais moi, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Le budget
il n'y avait personne dans les rangs de la Macronie pour soutenir M. Barnier. Les seuls qui étaient présents pour voter, ils s'en prenaient à M. Barnier parce qu'il allait trop loin sur la taxation et la justice fiscale. C'est vrai, je l'ai vu de mes yeux, ils étaient 14 et ils s'en prenaient à Michel Barnier en lui disant vous détricotez le bilan de Macron. Les macronistes, vous parlez. Oui, Monsieur Attal, Madame Thévenot, enfin voilà, toute Attal la n'a pas dit un mot pendant des tout le débat Marvel. budgétaire. Si, je les ai vus. Je suis désolée, Monsieur Darmanin, moi j'étais là tous les jours, monsieur. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ils n'ont fait aucun compromis. Même M. Barnier était trop à gauche sur la justice fiscale. Et maintenant, on voudrait que d'emblée, sans avoir vu aucune copie d'un nouveau budget, on dise banco et on va participer à un gouvernement avec celui qui a mis la France dans cet état. On a compris que ce ne sera pas le cas, visiblement. Je voudrais vous entendre, Monsieur Le Bourgeois. Michel Barnier a tenté de vous séduire pendant 3 mois. On a le sentiment qu'il en a essayé pas mal quand même. Il a peut-être pas tout essayé, mais en tout cas, il y est allé. Visiblement, ça n'a pas fonctionné. Comment vous le vivez, vous, aujourd'hui, le fait qu'il donne sa démission et puis qu'on en appelle à un gouvernement de coalition et de mesures d'urgence? Comment vous le vivez ? Écoutez, on le vit très bien. On a eu une position très claire au Rassemblement national. Nous avons voté cette motion de censure avec gravité, mais en conscience, parce que nous avons considéré que ce budget n'était pas un bon budget pour la France, ni pour les ménages, ni pour les entreprises, avec notamment 40 milliards d'impôts supplémentaires. On pourrait quasiment dire, d'ailleurs, que c'est un budget socialiste. Donc nous, au Rassemblement national, nous avions fixé un certain nombre de lignes rouges qui, malheureusement, je dois vous contredire sur ce point, n'ont pas été entendues par Michel Barnier, et nous en avons tiré les conclusions, parce que nous, ce qui nous dirige, c'est l'intérêt de la France, l'intérêt des Français, et notamment, je prends l'exemple de la désindexation des retraites. Pour nous, oui, c'était une ligne rouge, et nous n'avons pas pu obtenir d'avancée sur ce point, alors même que les retraités français attendaient, après une vie de travail, ce que prévoit la loi, c'est-à-dire l'indexation des retraites. Comment vous allez vous positionner maintenant ? Parce que là, si on arrive à un gouvernement de coalition, vous allez être seul, vous. Alors, nous sommes déjà... Non, parce que là, vous étiez quand même un peu dragué par le Premier ministre. Donc là, ce ne sera pas forcément le cas. Comment vous allez faire ? Dragué, je ne sais pas si c'est le mot, mais nous restons le premier groupe en nombre de l'Assemblée nationale. Donc je pense que personne ne peut l'ignorer. Mais seul à ce stade, avec l'UDR de M. Ciotti, qui nous a rejoints avec une partie des anciens LR. Vous connaissez l'histoire du début de l'été. Tout ça pour dire que nous, au contraire d'autres groupes politiques à l'extrême gauche, nous n'entendons pas censurer a priori. En fonction de ce qui est présenté, en fonction de qui est la personne qui occupera la fonction, eh bien nous poserons un certain nombre de conditions. Vous n'avez pas de programme, donc c'est compliqué. On a un programme assez complet, on a même fait un contre-budget. C'est pour ça que vous avez changé de vote entre la commission des finances et la séance. Absolument pas. Et les filles et RN. Je sais pas, ça peut intéresser les gens. Juste pour terminer sur ce point, nous verrons quel est le programme du Premier ministre et nous reviendrons avec un certain nombre de lignes rouges. Nous les avons appelées comme ça parce qu'au Rassemblement national, encore une fois, l'intérêt des Français prime avant tout. Il y a le sujet des idées, puis il y a aussi les postures. J'écoutais Bruno Retailleau qui disait « aucun compromis avec la gauche ». Comment on fait quand on entend des phrases comme ça, aussi bien à gauche qu'à droite, pour nous, Français et électeurs, y croire ? Jean-Yves Bruno, peut-être. Non, ce que je voudrais dire, c'est que... l'heure n'est plus à savoir... Là, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge si on fait qu'entendre des phrases comme ça, en fait. Non, mais l'heure n'est pas, par exemple, à savoir si... les débats se polarisent sur l'attitude du président de la République. Enfin, on n'en est plus là. On n'en est plus là. On n'en est plus là. Le sujet, c'est pas Emmanuel Macron, parce que les problèmes qu'on subit aujourd'hui et que nous vivons collectivement, ils ne viennent pas que des deux quinquennats d'Emmanuel Macron. C'est une lente évolution, la désindustrialisation du pays, enfin, un certain nombre de sujets dont... Il y a joué une grande part aussi. Oui, ça a commencé malheureusement bien avant, mais je vous accorde par rapport à moi, chère madame, le privilège de l'âge. Mais en tous les cas, le sujet, quand je vous entends parler de lignes rouges, qui me paraissent plus inspirées par une posture ou une tactique sur la prochaine présidentielle de 2000, alors que certains d'ailleurs voudraient anticiper avant 2027, on en est là non plus. Le vrai sujet, c'est comment on fait pour résoudre un certain nombre de problèmes. Vous preniez par exemple le problème des retraites. Enfin, on est un pays surendetté qui est, disons-le,
quand même en grande difficulté. Alors j'entends bien que la solution, c'est de piquer aux riches. Bon, ce à quoi je réponds quand même qu'ils ont deux grands défauts, c'est qu'ils sont pas si... Pas forcément piqué. Hein. Non, mais enfin oui. Non, mais j'ai entendu ça pendant tout le débat budgétaire. Non, mais laissez-moi terminer. Je dis simplement, je prends l'exemple des retraites, dont on dit par exemple, moi je pense que si on était... voilà, vous parliez de compromis tout à l'heure. C'est la question, en fait. Par exemple, prenons le problème des retraites. Vous avez, en fait, aujourd'hui, dans le bloc des dépenses de l'État, un tiers sont des dépenses d'ordre social. Et dans ce tiers de dépenses sociales, il y a le faire face aux retraites, avec la difficulté majeure qui est que la démographie fait que ça pèse de plus en plus sur les actifs, évidemment. C'est pas la faute des retraités. Il n'en demeure pas moins que certains pays, quand ils ont été pris à la gorge, c'est des pays voisins, l'Espagne par exemple, eh bien à un certain moment, n'ont pas pu assurer dans les conditions initialement prévues les retraites. Est-ce que par exemple, on ne pourrait pas se mettre d'accord sur le fait que cette indexation que tout le monde appelle de ses voeux, dans l'idéal évidemment c'est indexé, est-ce que ça ne pourrait pas être une indexation jusqu'à un certain niveau de retraite pour les premiers 1500 ou 2000 euros, je ne sais pas, de retraite, et qu'au-dessus il n'y ait pas d'indexation par exemple, ce qui permettrait à l'État de faire des économies, enfin justement en termes, voilà, l'idée selon laquelle on va pouvoir sortir de la difficulté en considérant que personne n'a d'effort à faire, c'est une idée vaine évidemment. Il faut, la boussole quand même, hein. Moi je le redis, le résultat au soir du 7 juillet, c'est que les Français ont quand même placé en tête un bloc de gauche. Là, il y a eu cette séquence. L'économie, vous voulez dire, après Michel Barnier, avec cette méthode, cette orientation et cette alliance, parce que c'est quand même un fait historique qu'un communiqué de presse sorte de Matignon en mentionnant, et de manière très explicite, les propositions qui ont été faites pour s'épargner la censure du Rassemblement national. Donc, il y a eu une méthode qui a été éprouvée, qui n'a pas porté ses fruits. Les mêmes causes reproduisant les mêmes conséquences, il serait quand même temps de nommer un Premier ministre issu de la gauche, qui, à tout le moins, partage les valeurs de la gauche, partage les orientations politiques de la gauche, et qui, lui, soit en capacité d'élargir. Donc quelqu'un de gauche ou quelqu'un au centre, par exemple, quelqu'un de gauche, en tout cas pas quelqu'un de droite, qui soit en capacité de retrouver de la justice sociale et fiscale, parce que c'est comme ça aussi, c'est sur ces propositions-là qu'on a été élus, ne vous en déplaise, Monsieur Bruno, les super riches, les super fortunes, aujourd'hui, ne sont pas on est déjà le pays qui prélève le plus, hauteur. On est déjà le pays d'Europe qui prélève le plus, mais si, c'est vrai. On a eu des tribunes de super fortunes qui disent qu'elles ne contribuent pas suffisamment. Non. Donc, arrêtez, on a moyen... On est en déficit, c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Michel Barnier. On a des services publics qui reculent, on a un accès à la santé qui recule, on a une école qui, si on n'y prend pas garde, ne va pas aller mieux. Il y a des services publics à consolider, on a des recettes nouvelles à aller chercher, on a fait des propositions en ce sens, on a une centaine d'amendements qui ont été approuvés dans l'hémicycle. Il faut qu'on arrive à retrouver de l'équilibre entre les dépenses et les recettes pour qu'au final, tout ce budget soit utile aux Français. Donc c'est la ligne qui doit être celle du prochain Premier ministre et qui doit, lui, pouvoir rassembler, discuter et que chacun avance. Alors, on peut faire la politique. Non, mais en fait, c'est ça. Pardon, mais il va falloir faire des concessions. Mais en fait, moi, si je vous écoute, j'ai l'impression... Il est sincère à tel point que mercredi dernier... J'ai l'impression qu'aucune concession n'est possible, en fait. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale de mon groupe ont été reçus. Il leur a effectivement dit que les propositions étaient intéressantes, mais qu'il n'avait pas de marge de manœuvre. Oui, il est sincère. Non, ce que je vous dis simplement, c'est qu'en matière de... Il a justement, effectivement, pour... vous parliez d'équilibre, ce à quoi je peux souscrire, proposer qu'il y ait un effort fait par les plus favorisés, très grandes entreprises avec les conséquences que l'on sait, parce que c'est pas aussi simple que ça. Enfin, on sait très bien que la situation actuelle est préjudiciable à l'ensemble de la bonne marche de l'économie française et que ceux qui vont davantage en souffrir, ce sont pas les messieurs Arnaud, Bolloré, dont j'ai entendu le nom tout au long du débat budgétaire. Est-ce que c'est pas ça budgétaire, le problème, finalement Non, c'est pas. Non, le problème. On peut pas. Excusez-moi, monsieur. Après, monsieur Le Bourgeois, parce que sinon on vous entendra pas. Merci. Permettez-moi d'intervenir. Je suis un petit peu surpris de ces échanges parce qu'on parle beaucoup de combinaisons. Que va faire Lyot, que va faire LR, que va faire le Parti socialiste. Moi, c'est pas ce que j'entends forcément sur les marchés quand je suis dans le pays de Caux à Yvetot ou à Saint-Saëns dans le pays de Bray. Les Français, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on traite les grands problèmes, les trois grands problèmes qui sont le pouvoir d'achat, mais aussi est-ce que là-dessus, on peut pas se mettre d'accord? Et l'insécurité.
sur, par exemple, le pouvoir d'achat, puisque ça, c'est un thème qui est commun et à tous les Français. Je suis désolée, mais je vais devoir rebondir quand même. Je trouve rapidement, parce qu'il nous reste 5 minutes. Excusez-moi, mais je trouve que ce débat démontre l'arrogance totale de la droite. Je suis désolée. Emmanuel Macron, qui partage peu ou prou votre doxa économique, a gouverné pendant 7 ans. Il n'y a rien qui va. L'économie libérale. Voilà, mais il n'y a rien qui va dans la méthode qui a été employée. Déficit dans le décor, pauvreté qui a explosé, nombre record de faillites depuis 12 ans. Là, on va perdre 100 000 emplois par des plans sociaux. Excusez-moi, tout le bilan de Macron plaide pour laisser justement la gauche essayer une autre politique. Ensuite, sur la question des milliardaires, vous savez qu'avec un seul amendement, justement, on n'est pas le pays qui taxe le plus les milliardaires. Les milliardaires comme Bernard Arnault, dont on parlait, payent même pas 2% d'impôt sur le revenu aujourd'hui. Je vais vous dire, avec un amendement... Vous confondez les revenus et la valorisation de l'entreprise. Non, les holding tirelires, c'est de l'argent de poche pour les milliardaires, on le sait très bien. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Avec un amendement... On taxait 2% du patrimoine de 167 personnes. On rapportait 13 milliards sur la table. Oui, mais vous regardez, en fait, on a les chiffres d'accumulation des richesses en France. Le patrimoine des plus riches a doublé. Je vais juste vous parler du nombre de dividendes dans l'économie. 400 milliards, c'est le double du déficit de l'État. Les marges des entreprises l'année dernière au global, parce qu'en fait, ça cache vraiment une disparité entre TPE, où est-ce qu'elles font les bénéfices ? Monsieur, laissez-moi finir une phrase. Les marges, elles n'ont jamais été aussi hautes dans l'histoire de notre pays. En 2023, on a battu 4 années successives le record des dividendes. Et vous êtes encore là en train de nous dire qu'il n'y a pas d'argent et qu'on va devoir aller prendre aux soignants alors qu'il y a 1500 morts dans le couloir d'attente des urgences. La question là, aujourd'hui, c'est d'arriver à faire des concessions. Moi, quand je vous entends, je me dis que c'est pas encore gagné. Si là, ça marche pas... Non, mais rapidement. Si là, ça marche pas, encore une fois, parce que là, Emmanuel Macron, ça va pas pouvoir durer comme ça pendant 30 mois, parce que voilà, un Premier ministre pour 3 mois, ça fait 10 Premiers ministres, je doute qu'on les trouve, je doute que les Français puissent endurer cette chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, clairement, si on le trouve pas, ce fameux Premier ministre et surtout cet accord ? En fait. On n'a pas d'autre choix que d'avoir un socle minimal qui va évidemment pas être sur le grand soir ou les grandes réformes, mais au moins un socle minimal qui permette au pays de continuer à rester crédible. Parce qu'au final, on voit bien qu'on est aujourd'hui sur une pente extrêmement glissante et périlleuse. Alors on peut effectivement proposer des alternatives radicales, j'entends bien. Moi, mais il va falloir s'entendre en fait sur une série de mesures. Que le pays reste crédible, moi ce que je veux, c'est améliorer la vie des gens. Et donc, sinon, moi, je vais me recoucher. Donc pour améliorer la vie des gens, il faut qu'on ait un budget qui puisse être utile. Un budget qui puisse aller redonner... C'est le nerf de la guerre, Florence Herouin-Léautey. Donc ça veut dire que c'est éminemment politique. Donc ça veut dire qu'il va falloir prioriser sur des concessions, en fait, à faire des deux côtés ou des trois côtés. Ce ne sera pas le programme tel qu'on l'a imaginé, pour lequel on est prêt à gouverner. Mais oui, puisqu'on est dans des concessions, Monsieur Bruno. Donc il suffit de lire la définition des mots. Non, mais le programme du nouveau Front populaire, vous savez très bien qu'il était inapplicable. Il faut... à quelle concession, monsieur ? Il faut qu'on trouve, effectivement... Nous, on a un certain nombre de marqueurs de gauche qu'on va avancer, sur lesquels il faut qu'on avance sur les retraites, sur le pouvoir d'achat, sur les services publics, les collectivités territoriales. Mais ça appelle d'accepter d'aller rechercher des recettes supplémentaires. Une proposition peut-être aussi. On est revenu d'une certaine façon dans un régime purement parlementaire, compte tenu de la situation à l'Assemblée nationale. Moi, encore une fois, ce qui me paraît essentiel, c'est d'évoquer le pouvoir d'achat des Français. Au Rassemblement national, pour nous, c'est extrêmement important. On est capable d'en parler en commission, en séance publique. Je voudrais rappeler simplement un chiffre à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui ont du mal à se chauffer. Sous le septennat, d'une certaine façon, d'Emmanuel Macron, 5+2, l'électricité a augmenté, le prix de l'électricité a augmenté de 120%. Oui, mais c'est pas Emmanuel Macron. Qu'on le veuille ou non, excusez-moi, mais c'est sa période. Dans les autres pays européens, et clairement, il va falloir trouver des solutions sur cet aspect des choses. Je suis d'accord. Mais vous n'êtes pas les seuls. Mais il faut rappeler pourquoi. C'est encore ma proposition là qui a été empêchée d'être adoptée. Il faut rappeler pourquoi le prix à l'époque a été fixé avec la fameuse socle, le prix minimal, qui était fait pour subventionner indirectement les énergies renouvelables. Suite à une demande des Allemands. Ce qui pouvait très bien s'entendre, mais qui s'est en quelque sorte un peu retourné contre nous. Sauf qu'on a eu l'occasion de sortir de ce système-là en avril dernier. Je pense qu'il faut simplement s'inspirer. Alors,
Je pense qu'il faut simplement s'inspirer de ce qu'ont fait certains de nos voisins. Je sais bien que nous sommes le peuple le plus intelligent du monde, mais on a des pays qu'on considérait comme à la dérive il y a quelques années, par exemple les pays de la péninsule ibérique, l'Espagne, le Portugal, qui ont su à un certain moment faire un minimum de réformes et qui ont permis de... Vous citez deux pays qui sont sortis des règles européennes de fixation du prix de l'électricité. En matière de pouvoir d'achat, par exemple, à titre personnel, je préconise le fait qu'au lieu de... Aujourd'hui, tout notre système social, en grande partie, repose sur le travail. Donc, par conséquent, c'est lui qui finance essentiellement. Il faut trouver d'autres modes de financement. La CSG existe déjà, mais je pense, par exemple, qu'un point de TVA qui est dilué sur l'ensemble et qui ne rogne pas le pouvoir d'achat, contrairement à ce que vous voulez bien dire, mais qui permet d'augmenter... Un compromis sur le pouvoir d'achat, il dit augmenter la TVA. Qui permettrait... Vous avez conscience, monsieur Bruno, oui, j'ai tout à fait conscience. Mais j'ai tout à fait conscience. Mais oui, mais je sais bien que c'est un épouvantail. Le nombre, mais c'est pas un nouveau. Le nombre, il y a une réalité. Le nombre de colis alimentaires distribués par les banques alimentaires et les associations de mais ça n'a rien à voir avec le sujet ne cesse d'augmenter. Je dis simplement parce que le panier des ménages est trop cher. Je dis simplement qu'il faut augmenter les prix de première nécessité. Je dis simplement non, la TVA à 20%, c'est pas les produits de première nécessité. Je dis simplement qu'augmenter, si on veut augmenter le pouvoir d'achat, il faut augmenter il faut augmenter le net, il faut augmenter le net du salaire. Tout simplement le salaire net. C'est ça. Si vous leur prenez en TVA. Ce qui est bien, c'est que là, on a initié les discussions. Les compromis, on n'y est pas encore. Les concessions, on va peut-être pouvoir y arriver. En tout cas, réponse lundi ou dans les jours à venir pour ce qui concerne peut-être un éventuel nouveau Premier ministre. Et puis le gouvernement, on verra à quoi il ressemble. On vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour en reparler dans Dimanche en politique. Ce sera cette fois-ci en compagnie de Franck Beignet. Tout de suite, c'est votre Ici 12-13. Je vous souhaite un très bon dimanche et de très belles fêtes également à l'année prochaine sur Ici Normandie.